Bonjour, bienvenue au troisième live de Delpha. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des RH dans l'immobilier, un thème un petit peu connexe par rapport au thème plus technique qu'on a fait la dernière fois. Donc on va crever là-dessus tout de suite. Je sais que vous vous dites où est son magnifique pull Bordeaux que j'ai porté la dernière fois et la première fois. Donc malheureusement, il est troué et en plus, je me suis fait pas mal tailler par des Delphiens sur le fait de porter deux fois le même pull. Donc là, je suis corpo, j'ai un pull Delpha Conseil. Je me représente parce qu'en fait, je me suis aperçu la dernière fois que tout le monde ne connaissait pas forcément. Donc, Antoine Rouet, je suis président fondateur de Delpha Conseil. Et Delpha Conseil, on fait de l'AMO, de la due diligence technique, des études de faisabilité. On accompagne nos clients sur la négociation de contrats de promotion, CPI, VFA, etc. Donc, si vous avez le moindre besoin, vous pouvez nous appeler et on répondra avec grand plaisir à vos demandes. Aujourd'hui, pour les RH, je me suis fait accompagner par le spécialiste de la place parisienne des RH, Nicolas Deville, du cabinet Someone. Et sur le côté investisseur et manager, Olivier Rochefort, qui est donc directeur de l'asset et du développement chez Swiss Life. Donc je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter leurs activités. Et puis ensuite, on va démarrer cet échange comme d'habitude. Nicolas, je te donne la parole. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Antoine pour l'invitation, très content d'être là. Merci pour la présentation rapide. Donc Nicolas Deville, un des deux associés fondateurs du cabinet Someone, donc cabinet de recrutement par approche directe, cabinet de chasse, spécialisé sur le marché immobilier. Donc nous accompagnons avec mon équipe les différents acteurs du marché, que ce soit promoteurs, investisseurs, foncières, cabinets de conseil, bailleurs sociaux, enfin vraiment un périmètre assez large sur les acteurs, et nous recrutons pour eux sur les fonctions essentiellement opérationnelles, donc les fonctions vraiment spécifiques au marché immobilier. Notre vraie particularité, notre singularité depuis qu'on s'est créé en 2013, c'est vraiment notre envie de dépoussiérer un peu l'approche traditionnelle des cabinets de chasse de tête, assez rigide, en proposant une offre très flexible pour nos clients et totalement au succès. Voilà, ce qui est assez effectivement innovant sur ce type de prestation-là. Voilà. Donc voilà dans les grandes lignes sur notre activité. Aujourd'hui, on reste un cabinet à taille humaine. On est 7 et on continue tranquillement notre développement. Bon, on mettra tes coordonnées dans le... N'hésitez pas à aller voir notre site. Exactement. Et donc, Olivier, je te laisse pareil te présenter, même si Swiss Life est peut-être plus connu que Delpha et Someone, mais c'est pour jamais. C'est un début. Écoutez, oui, moi donc, merci tout également pour l'invitation. C'est toujours très appréciable de pouvoir un peu s'exprimer sur différents sujets, et en particulier sur un sujet peut-être un peu moins opérationnel, plus managérial. Et la période, je pense, s'y prête, donc c'est très bien. Swiss Life, en quelques mots, donc nous, on fait partie de la structure française, Swiss Life Asset Management France, qui intervient sur la métropole, mais également sur des pays un peu périphériques, comme le Benelux et l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Alors nous sommes asset managers, nous ne sommes pas investisseurs, nous sommes représentants d'investisseurs. On travaille avec environ une grosse douzaine d'investisseurs, dont Swiss Life France, qui est notre investisseur, je dirais, naturel, et qui représente un gros quart de notre activité. Donc, ce qui veut dire que les 3 quarts restants, c'est avec une bonne douzaine d'acteurs investisseurs autres, français ou internationaux. Donc, des internationaux qui peuvent venir éventuellement du groupe. On travaille beaucoup avec nos collègues suisses et nos collègues allemands, mais également d'autres investisseurs, par exemple des Espagnols en ce moment, avec lesquels nous travaillons beaucoup, soit dans le cadre d'actifs que nous gérons pour leur compte dédiés. Donc moi, j'interviens plutôt sur les classes d'actifs bureaux, commerce et résidentiel, avec une part assez importante au niveau résidentiel par rapport peut-être à d'autres investisseurs de la place ou asset managers. L'équipe en question, c'est à peu près, en gros, 25 personnes, avec des gens qui sont dédiés à l'activité d'assets tertiaires, donc bureau, logistique maintenant, et commerce. Des gens plutôt dédiés à la partie résidentielle, puisque ce sont quand même des profils un petit peu différents, et puis une direction technique qui intervient en tant qu'AMO
donc avec Delpha Conseil, concurrent ou partenaire, ça peut s'entendre des deux façons, pour effectivement travailler techniquement sur nos opérations. Voilà. Et grosso modo, c'est à peu près 300 lignes, 300 actifs sous gestion. Sur ta partie à toi ? Sur ma partie, effectivement. Donc, effectivement, j'ai 2 autres collègues qui interviennent plutôt sur les résidences gérées, hôtellerie, résidences étudiantes. C'est la mode. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça représente en tout, toute la partie sous asset management, c'est pour la France à peu près 18 milliards. Tout gestion. Bel acteur. Voilà. Et c'est surtout parce que nous faisons partie d'un groupe européen qui est assez important, même, je crois, parmi les 2 plus grands acteurs immobiliers avec AXA donc sur l'Europe, avec des partenaires très marqués, notamment en Allemagne, via deux structures assez importantes, Corpus Sireo et Beos, une petite équipe au UK avec une structure qui s'appelle Mayfair Capital, et puis le Barycentre, un petit peu, qui est en Suisse, à Zurich, qui a aussi une activité immobilière très importante, et qui est un petit peu le centre névralgique de décision maintenant au niveau du groupe. Je lance un appel à AXA, parce qu'on ne travaille pas encore avec AXA. Donc, voilà. Vous voyez qu'on travaille avec l'autre gros acteur du marché, donc appelez-nous. Donc ouais, je précise qu'en fait, je t'ai demandé d'être là parce que justement, tu manages une équipe en direct ou de façon un peu indirecte de 25 personnes. Ce qui était intéressant justement, je voulais avoir avec Nicolas quelqu'un qui manage en fait, plus qu'un RH, plus opérationnel que... voilà, d'avoir un côté opérationnel. Pour démarrer cet échange là, sur les RH, sur l'IMO, forcément, on ne peut pas y couper à part les Covid. On était dans un marché qui était un marché essentiellement candidat. Très candidat. On a galéré comme pas possible ces dernières années pour recruter. Et donc, du coup, avec ce Covid, aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours dans un marché de candidats ou est-ce que ça a un peu évolué du fait que les gens sont peut-être plus stables et que la peur du changement, la peur du vide? Toi, Nicolas, du coup, je dirais qu'il y a un rapport de force qui s'est un peu rééquilibré. Néanmoins, bon, alors moi, sur encore une fois, une approche de profil cadre, très expert sur leur métier, on reste malgré tout sur un marché de candidats, c'est-à-dire que ça reste des profils qui sont pas évidents à capter, qu'il faut aller un peu draguer, qui ont des opportunités qui peuvent se présenter à eux, donc qui vont pas prendre le premier job venu, etc. Néanmoins, quand je dis que le rapport s'est un peu rééquilibré, c'est qu'on se rend compte qu'il y a, avant Covid, souvent ces candidats-là mettaient en avant le fait qu'ils avaient 2, 3 éventuellement propositions, que ce soit en interne, externe, etc. C'est sûr que c'est un peu moins le cas aujourd'hui et on a un peu plus de temps et un peu plus de marge de manœuvre. Voilà, on voit ils demandent même sur des prétentions salariales, etc., des choses plus cohérentes que ce qui pouvait être fait avant la crise, où on était vraiment sur un marché effectivement de candidats et où ça pouvait... Si, juste pour essayer de donner quelque chose en termes de proportion, toi, alors, Sommet n'est pas forcément représentatif de tout le marché, mais tu dirais que quand tu avais 10 postes, 10 recherches avant Covid, aujourd'hui, tu en as combien à peu près En recherche, c'est ça, par rapport à mon volume d'activité que tu as, un peu quantifier, si tu veux, l'état du marché. L'état du marché, là, on parlait du rapport candidat-employeur, mais sur l'état du marché, on sent quand même clairement une reprise depuis le début de l'année. On n'a pas encore totalement retrouvé notre volume d'activité avant crise. Maintenant, il y a clairement une reprise assez forte. Il y a moins de création de postes. Voilà. Mais on va être plus sur des remplacements, mis à part les sociétés qui font vraiment de la décroissance, on continue de remplacer les personnes qui démissionnent. Donc nous, on a quand même un volume d'activité là-dessus. C'est vrai qu'on a vécu une année dernière compliquée, voire très compliquée pour certaines sociétés. Le premier confinement a quand même été assez brutal. On a eu, nous, très rapidement, entre 50 et 60% de nos postes qui ont été mis en stand-by, gelés, voire certains annulés. Et depuis septembre, on voit que ça repart. D'une part, les entreprises, on en parlera pas mal, mais se sont adaptées. On met en place des organisations, des outils, le télétravail s'est généralisé. Donc, on se sont adaptés à cette organisation nouvelle pour pouvoir maintenir une activité. Et de l'autre côté, les candidats, où après, là aussi, une période un peu d'attente et de réflexion et de crainte du risque de changement de poste, en se disant, oh là là, si je me retrouve en période d'essai, c'est toujours un risque, se remettre là aussi à pouvoir réimaginer du changement. D'autant plus qu'on se rend compte que sur les 12 derniers mois, là, depuis un an, on a quand même beaucoup de candidats qui ont pris le temps aussi de cette période-là pour réfléchir à leur projet professionnel, voire personnel, projet de vie, et qui du coup ont maintenant une réflexion plus aboutie sur ce qu'ils veulent et sont prêts à repartir. Donc on est sur un marché qui est plutôt assez dynamique. Et toi, Olivier, du coup, chez Swiss Life, vous avez tout gelé quand on s'est confiné au mois de mars 2020, ou alors
compte tenu de l'assise hyper importante que vous avez quand même, vous avez fait, je veux dire, aussi de rien n'était. Alors, nous on a, je dirais, la chance d'avoir un développement constant depuis plusieurs années, assez régulier, assez fort, assez exponentiel. On n'a pas été tellement impacté en termes de recrutement sur le sujet. Les postes ouverts sont restés ouverts. Les postes ouverts sont restés ouverts. Il y a eu peut-être un petit peu plus, on en parlera tout à l'heure, peut-être un peu plus de rotation au niveau de l'effectif, mais peut-être pour différentes raisons. Mais ça continue effectivement à être très dynamique sur cette partie-là. Après, le rapport un peu de force ou d'équilibre entre l'employeur et l'employé ou le candidat fait que sur les postes, peut-être avec débutants à 2-3 années d'expérience, là, on a effectivement des demandes extrêmement importantes. Donc là, il a fallu qu'on trie beaucoup par rapport à des postes. Parfois, on avait une vingtaine, une trentaine de candidats sur un poste. Donc ça a été… Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ça, c'est vraiment un élément nouveau. Donc je pense qu'il y a la sortie des jeunes sur le marché qui est assez problématique en ce moment. Par contre, sur les postes un peu plus seniors, là, il y a quand même un certain attentisme. Les gens passent moins d'une structure à l'autre. Donc il faut beaucoup les rassurer. Ça, je pense que c'est très important. Je parle des candidats. Ouais. Leur donner de la visibilité. Ça, c'est important. Les faire rêver, mais sans leur cacher la réalité des choses, parce que le pire du pire, ce serait de recruter quelqu'un, puis qu'au bout de 3 mois, les gens se disent c'est pas du tout ce qu'on s'était dit, je suis pas du tout à l'aise, et on repart pour un tour. Donc ça, c'est catastrophique pour la personne, pour le candidat, pour la structure, pour tout le monde. Donc il faut être assez cash quand même sur les sujets, tout en séduisant quand même un petit peu le candidat, et en lui proposant quelque chose d'attractif. Et sur des postes notamment de management intermédiaire, c'est particulièrement important de leur donner de la visibilité sur des sujets comme ça. Je pense est-ce que ça veut dire que sur tes postes plus seniors, tu as eu du mal à trouver des gens parce qu'ils voulaient rester dans leur… On n'a pas eu du mal, mais on a mis plus de temps quand même à trouver les bons candidats. Alors peut-être qu'on devient un peu plus difficile aussi, parce qu'on a de plus en plus de particularités, mais ce sont des postes tellement importants maintenant, le niveau du middle management, parce qu'eux-mêmes doivent effectivement encadrer des beaucoup plus jeunes, et qu'on n'est quand même pas une grosse structure. 25 personnes, c'est pas énorme non plus. Donc chaque poste est très important. Moi, je suis avec 6 seniors qui travaillent avec moi, qui ont des responsabilités très importantes. Et si jamais, effectivement, il y en a un qui est un petit peu bancal ou pas à l'aise, derrière, tout ça, ça se complexifie. Mais du coup, sur le fait que c'était plus long pour recruter ces personnes-là, tu penses que c'est lié à la crise et au fait que les gens sont un peu frileux au changement ou… Oui, je pense qu'il y a des gens qui se sont un petit peu posé des questions en disant j'attends un petit peu, je laisse voir un peu, je vois un peu ce que ça peut donner. Alors maintenant, je pense qu'on a aussi la chance, côté asset manager ou investisseur, de travailler sur un stock qui grossit. Ouais, Donc il faut qu'on accompagne et continue à accompagner le développement. Tous les métiers immobiliers qui sont liés à la transaction, je pense à la promotion ou à la transaction commerciale, ça c'est compliqué parce qu'en ce moment, il y a quand même eu un arrêt sur cette partie-là. Eux, ils n'ont pas de stock à gérer, c'est que du flux. Et là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour des structures comme ça. Mais pour les nôtres, c'est un peu différent. Enfin, je te rejoins complètement, effectivement. Bon, déjà, l'année dernière, si on parle de la promotion, était une année en plus électorale. Enfin, c'était compliqué. Donc, sur la promotion, ça n'a pas forcément été l'année la plus dynamique. Mais oui, surtout sur les métiers de la gestion, que ce soit asset, mais aussi du property ou sur la gestion technique, il n'y a pas eu de… Ça reste des métiers qui sont restés très, très dynamiques. Il faut gérer les actifs. Mais toi qui fais de l'approche directe, tu as eu le même sentiment. C'est-à-dire que quand tu avais un poste de senior ouvert, quand tu prenais contact avec les candidats, enfin les profils potentiels, tu as senti qu'ils étaient plus frileux? Je dirais que vraiment, le premier confinement, oui. Là, il y a eu, enfin, sur ces 3 mois, on va dire, fin mars jusqu'à juin, enfin, la reprise, etc. Là, c'était une période vraiment… Puis on n'avait pas trop de visibilité sur la suite. Donc, les candidats se disaient, voilà, finalement, je suis quand même pas mal là où je suis et je sais ce que je quitte, je sais pas où je vais, etc. Là, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a des candidats qui étaient déjà un peu frileux avant et qui vont peut-être continuer de l'être. Mais à l'inverse, on a aussi des candidats qui se retrouvent à vouloir changer, enfin, qui ont eu cette réflexion sur leur projet et qui savent maintenant très bien ce qu'ils veulent et ont envie d'y aller, ou même qui sont un peu, je sais pas, déçus de la manière dont leur société a géré la crise, l'organisation qui a été mise en place, voire dans des sociétés pour lesquelles l'activité va pas très bien, et où là, il y a plutôt une envie d'aller et de rejoindre des groupes qui ont plutôt une solidité financière forte et sur lesquels on pourra se projeter. Donc, moins maintenant. Et du coup, toujours sur ce sujet Covid, toi, tu as dû adapter ton management par rapport à ce Covid?
Le management, oui, il s'est adapté puisque quand effectivement on a moins la proximité entre le manager et le collaborateur, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Alors d'autant plus compliqué lorsqu'on a des nouveaux entrants dans la société. Ouais. Là, pour leur expliquer comment ça fonctionne, les personnes à aller voir, les relations, tout l'informel en fait du départ, c'est quand même très compliqué quand on voit pas les gens. Donc ça, on a essayé de trouver, à la mesure du possible, un peu un juste milieu pour que justement ces gens-là viennent un petit peu plus fréquemment déjà, qu'on leur organise un peu des parcours découvertes pour aller obligatoirement aller voir des gens qu'ils doivent découvrir un peu dans leur parcours, en tout cas en amont, avant d'être dans le rush de l'activité. Donc ça, on essaie de le formaliser. On a souvent des parrains ou des marraines qui sont là un peu pour coacher, pas forcément le manager direct, mais pour aiguiller, orienter un petit peu la personne. Ça aussi, je pense que c'est une information importante. Voilà. Et puis, on sait aussi, on a pas mal travaillé aussi sur tout ce qui était un peu process, parce que comme toutes les grosses structures, on a des montagnes de procédures. Et ça, bien évidemment, à un moment donné, c'est compliqué d'abord et de les absorber, puis elles ne sont pas toujours toutes faciles, hein, faut bien le dire. Par contre, on a des process qui sont importants donc pour faire certaines tâches. Comment est-ce qu'on opère? Parce qu'on est obligé quand même d'uniformiser et d'harmoniser un peu les différents process. Et donc, il a fallu les écrire, les tracer, hein, donc c'est du knowledge management, et puis surtout qu'il y ait quelqu'un chez nous, et on a désigné quelqu'un en transversalité pour expliquer ces sujets aux nouveaux arrivants. Et ça, c'est important parce que tant qu'on n'a pas un peu les codes de fonctionnement en interne, la personne peut vite se perdre et à un moment donné être déboussolée dans ce contexte de distanciel, présentiel. Et moi, je vois ça, par contre, en revanche, concrètement, sur des gens qui ont changé de poste et qui ont pris leur poste depuis mars dernier, 2020, des gens qui se remettent à l'écoute 6, 8, 10 mois après parce qu'il y a eu une intégration qui ne s'est pas faite. Et ça, je pense que pour les employeurs, c'est assez compliqué, effectivement, d'intégrer et de former quelqu'un à distance. Et puis, là, il y a... Ah oui. Ouais, clairement. Ouais. Mais les grands groupes avaient quand même beaucoup des politiques de stratégie. C'est tout bénéf. Ouais, sauf si c'est mes candidats que j'ai placés. Mais on va dire que dans les grands groupes, il y avait quand même des vraies stratégies maintenant d'intégration, semaines d'intégration, etc., et de parcours d'intégration, qui sont quand même, effectivement, encore une fois, beaucoup plus difficiles à mettre en place à distance et avec des candidats qui se sont retrouvés isolés et la greffe prend pas. Ah oui, c'est clair. Ah, donc, c'est un véritable enjeu. Hein. C'est quelque chose sur lequel il faut être particulièrement vigilant parce que un process pour recruter, tu le sais mieux que moi, hein, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps de gérer ensuite les périodes de préavis. Donc, si c'est pour repartir pour un tour, et puis l'effet dévastateur en interne, hein, quand il y a une personne, 2 personnes comme ça qui éventuellement partent, c'est compliqué. Bon, nous, on en a quasiment pas eu, mais voilà, il y a eu des risques, donc on les a gérés. Et toi, du coup, tu sensibilises tes clients sur l'intégration ? Ouais. Parce qu'il y a un double intérêt. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, d'une part, que la greffe prenne et que le candidat se sente épanoui. Puis en plus, là, c'est très pragmatique ce que je veux dire là, mais moi, j'ai aussi tout intérêt à ce que le candidat reste dans la structure et reparte pas trop tôt, parce que j'ai des accords avec mes clients, etc. Donc, de toute façon, oui, il y a un vrai sujet là-dessus. Et nous, on prend soin aussi d'appeler le candidat. Alors, pas au bout de la première semaine, hein, mais au bout d'un mois et demi, 2 mois, prendre un peu la température, savoir un peu comment ça se passe. On peut avoir une relation au candidat où il peut nous dire des choses qui sont pas évidentes à dire forcément tout de suite à son manager ou même à son RH, parce qu'on se dit, tiens, je suis dans la structure depuis pas longtemps, j'ai pas envie de montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Et nous, on peut jouer ce relais-là aussi et faire passer le message un peu différemment. Donc, oui, c'est très important en ce moment de bien suivre l'intégration et d'avoir des retours des nouveaux collaborateurs. Par contre, on en parlait un petit peu avant l'émission, là, mais c'est que habituellement, on a effectivement le N+1 ou le N+2 qui font partie du process au niveau recrutement, la RH, bien sûr, classiquement. Et ce qu'on aime bien faire aussi, sans démultiplier le nombre d'entretiens, c'est aussi d'avoir des gens qui ne sont pas dans la ligne hiérarchique de cette personne-là, qui sont plutôt des homologues ou dans des fonctions un petit peu plus transverses, qui peuvent également donner un petit peu du feedback sur le ressenti d'un candidat, donc en processus de recrutement, et puis avoir aussi le candidat qui pose des questions avec un périmètre d'investigation en amont un peu plus large. Ça, c'est intéressant aussi de marier un petit peu par rapport aux personnes qui traditionnellement participent à ce genre de recrutement. Ça, effectivement, et je le vois de plus en plus dans les process, et je l'incite, mais c'est marrant parce que c'est un exercice qui n'est pas évident pour les candidats. C'est-à-dire, on est habitué à passer des process avec des gens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un rapport de sélection, futur potentiel N+1, N+2, etc. Là, je me retrouve face à quelqu'un avec qui j'aurai des liens fonctionnels, mais pas hiérarchiques. Et il y a beaucoup de candidats qui ont l'impression qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner dans ce type d'entretien-là, en se disant que ça va jouer vraiment sur des
du feeling, mais qu'on n'est pas là pour mettre en avant trop, enfin, se vendre ou mettre vraiment en avant ses compétences, mais plus essayer de créer du lien, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Toi, tu sais, mais nous, quand on recrute, donc nous, on fonctionne un peu sur un mode qu'on appelle Opal, qui est issu d'un sociologue belge qui s'appelle Frédéric Laloux. Et à chaque fois qu'on recrute, on monte un groupe de volontaires ici, de 3-4 personnes, donc je ne fais pas forcément partie, qui est complètement autonome, c'est lui qui décide si on recrute ou pas. Et c'est lui qui mène tous les entretiens, donc tu peux avoir des gens hyper juniors, tu peux avoir une assistante de gestion, tu peux avoir un chef de projet. Et en fait, on cherche à avoir le feeling de la personne. Parce que finalement, le CV, tu sais si techniquement il est compétent ou pas. Mais les candidats ne sont pas vraiment habitués à ça. Ouais, il faut qu'ils s'adaptent. Et bon, je me suis battu un peu avec Antoine. Au départ, ils étaient reçus à 4 ou 5. Ça faisait très. Et ça, ça peut être un peu impressionnant ou partir un peu dans tous les sens. Et pas forcément une lisibilité du message passé par le recruteur et être assez impressionnant pour les candidats. Mais effectivement, d'avoir une vision globale, c'est quelque chose qu'on voit. On parlera peut-être après, en fonction des différentes générations, etc. Mais d'avoir la finalité, une vision globale de la structure sur à la fois sa culture, le travail en équipe, la manière, les valeurs, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus demandé par le candidat. Et on se rend compte, moi, c'est quand même des discussions que j'ai régulièrement, que ce qui fait qu'un la grève va prendre et qu'un candidat va rester ou pas sur un poste, c'est beaucoup d'autres choses que simplement la fiche de poste. Bien sûr. Et les missions, c'est la relation N+1, c'est les relations d'équipe, c'est les valeurs, c'est tout ça. Donc, plus on peut essayer de valider ça lors de l'entretien, mieux c'est. Nous, la dernière étape, c'est, en ce moment, c'est un peu difficile, mais c'est, on y vient ici, on fait une soirée. Pour voir si on s'entend bien. Bon, il est dans le bain. Il est dans le bain, en tout cas, il ne sera pas surpris. Pour voir si on s'entend bien avec lui, si on se voit bosser avec lui, parce que mine de rien, tu t'embarques avec quelqu'un. Bien sûr, tu vas bien sûr. Mais tu vois, je pense que vraiment, mais je pense vraiment que pour le candidat, c'est quelque chose qui n'est pas encore entré dans les mœurs et que c'est déstabilisant parce que, pareil, dans une soirée, jusqu'à quel niveau faut que je vais être évalué, parce que malgré tout, je serai évalué, donc jusqu'à quel niveau. Je pense que c'est vraiment un exercice qui n'est pas évident. Hein. Ouais. Mais bon. Ouais, non, mais après, toi, tu me connais un peu, mais du coup, j'aime bien un peu les pousser. Alors, quand bien sûr. La réponse sur papier glacé, là. C'était un peu ça il y a quelques années. On n'était qu'une quarantaine de personnes, donc c'était très, très intuitif, très start-up encore dans l'esprit. Aujourd'hui, on est 260, 5-6 ans plus tard. Donc, effectivement, ça s'est organisé. Pour faire des soirées pour chaque nouvel arrivant, c'est un peu compliqué, puis c'est moins dans les mœurs. Mais effectivement, on essaie quand même d'avoir l'entretien un peu plus formalisé, puis l'entretien un peu plus cool. Là, on fait beaucoup d'entretiens par Teams, par visio. Ouais. On s'évertue quand même à faire au moins un entretien physique à la fin, complètement informel, où là, justement, avant de contractualiser quoi que ce soit, on sent de part et d'autre, d'ailleurs, si la greffe peut prendre, si on sent que la personne va s'intégrer dans la structure. C'est important, indépendamment de la technicité de la personne. On a recruté notre DAF, là, c'était pendant le confinement. Et donc, justement, les 100% visio. Non, après, à la fin, on s'est vu, on a gardé les distances pour se voir, parce que même physiquement avec le masque, quoi. Moi, je l'embrasse, Dorothée, qui est là-haut. C'est spécial, quoi. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais la visio, un peu comme le télétravail, c'est complètement démocratisé dans les process de recrutement. Alors ça, pour le coup, c'était pas autant le télétravail, la visio, c'était pas du tout le cas. Tous les process se faisaient uniquement en entretien physique, nous aussi. Enfin, là, on sent vraiment une vraie ouverture qui a été moins rapide que celle du télétravail. Autant le télétravail s'est mis en place tout de suite parce que il n'y a pas le choix. Autant la visio dans le process d'entretien, moi j'avais des clients au départ qui ont plutôt préféré mettre en stand-by pendant 3 semaines, pensant que le confinement durait 3 semaines, plutôt que de dire allez on y va en visio. Et aujourd'hui, la plupart des process commencent en visio et puis moi je conseille aussi. Ouais, après en visio tu peux défricher. Voilà, exactement. Puis éviter éventuellement de faire venir les personnes. Enfin, c'est quand même moins évident qu'avant. Donc, l'entretien physique est indispensable. Le sujet du télétravail, je pense qu'on va en parler, mais dans le cadre des entretiens, maintenant, on a même des candidats qui, alors, c'est pas systématique, mais qui n'hésitent plus à poser la question en disant c'est quoi votre politique en matière de télétravail ? Donc, c'est des choses maintenant qui sont abordées.
Après, on leur dit c'est une vraie réflexion. Nous, on était complètement, c'était pas du tout dans les coutumes de la maison. On avait un grand patron qui était plutôt assez réfractaire sur le sujet. Et puis, avec le premier confinement, il a vu que ça fonctionnait. Et c'est même lui qui a poussé ensuite en disant on va mettre en place un vrai groupe de réflexion en interne pour essayer de creuser le sujet. Et puis, voilà, les choses vont se mettre en place progressivement. Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour l'instant, on n'a pas encore positionné le curseur, mais ça va faire partie effectivement du dispositif. Et donc, les candidats, maintenant, effectivement, s'interrogent, posent des questions, parce que géographiquement, après, comment est-ce qu'ils se positionnent, tu es bien placé pour le savoir, parce que tu as pris des grandes décisions en la matière. Mais voilà, ça fait partie, et c'est plus tabou, et c'est pas forcément gênant maintenant de le poser, parce que c'est rentré dans les mœurs. Alors ça, moi, je le vois, effectivement. C'est peut-être 3 candidats sur 4 qui posent la question en fin d'entretien de savoir, quand moi je leur ai présenté la société, quelle est effectivement la politique en matière de télétravail. Et je pense que moi, j'ai beaucoup de clients qui sont un peu comme vous, c'est-à-dire, là, on s'est adapté et on a généralisé le télétravail, éventuellement 1 journée par semaine sur le volontariat, les gens peuvent venir, mais qui n'ont pas encore statué complètement sur la manière dont ça se passera après, quand les choses reviendront à la normale. Et ça, voilà, je pense que pour les candidats, ce qui est important, c'est bien évidemment d'avoir cette vision-là. On peut poser la question, c'est de rester malgré tout, d'essayer de comprendre que c'est pas encore complètement arrêté, que cette organisation, il y a des groupes de travail, ça prend du temps, il y a parfois des accords à passer, etc. Et je pense que moi, mes clients côté employeur ont juste besoin de sentir une certaine flexibilité. C'est-à-dire que autant on peut en parler aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. Bon, le candidat qui dirait, moi, c'est 3 jours, c'est cela et c'est pas autrement, je pense que ça peut encore être un peu, il y a besoin de flexibilité, quoi. Et alors, la question, elle est valable pour vous deux, en fait, peut-être à un niveau un peu différent, mais vous avez l'un comme l'autre senti des différences entre les types de fruits, parce que toi, tu disais, tu as 3, on va dire, 3 équipes, 3 équipes différentes, les techniques, le résidentiel et le tertiaire. C'est ça. Est-ce que dans cette population, tu as senti des différences, par exemple, est-ce qu'ils ont vécu différemment le confinement, les uns que les autres je crois que ça a été un peu une découverte pour tout le monde, ce confinement et ce télétravail forcé la première fois. Donc tout le monde a été complètement déstabilisé. Heureusement, on avait réussi déjà, par rapport aux différents outils, à être assez opérationnel en amont dès le départ. Nous, on travaillait déjà beaucoup en visioconférence avec nos partenaires du groupe ou notre structure qui est à Marseille. Donc ça s'est fait assez naturellement. Après, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, c'était compliqué à tenir sur la distance. Et donc, tout le sujet, ça a été de voir comment on allait gérer les périodes de confinement qui se sont succédées, les périodes entre chaque confinement, et puis le bon curseur entre le présentiel, le distanciel, notamment dans le cadre de réunions. On s'est aperçu que les réunions en visio, quand ça dure un certain temps, voire un temps certain, c'est compliqué, on perd les gens. Donc on s'est dit, les réunions plénières, oui, ça peut avoir un sens, plutôt que d'avoir 20 personnes qui se contaminent les uns et les autres, ça c'est plutôt assez intéressant. Par contre, il faut les réduire beaucoup dans la distance, en durée. Et puis par contre, il faut favoriser peut-être plus en présentiel des petites réunions de travail à 4-5, où là, on peut respecter d'abord les mesures de distanciation, et puis on a besoin d'échanger de façon informelle sur les différents sujets, et ça c'est vital, parce que c'est ça qui crée quand même un petit peu le lien entre les uns et les autres, et qui évite d'avoir du 100% distanciel on a vu quand même vraiment les limites. Nous, on a eu des jeunes collaborateurs qui ont été perdus, complètement perdus, avec aussi des conditions, notamment sur Paris, un peu difficiles en termes d'immobilier. Donc voilà, bosser 8, 10, 12 heures par jour, éventuellement dans 20 mètres carrés, c'est compliqué, éventuellement peut-être parfois plusieurs. Donc il a fallu rassurer ces gens-là, et on a bien compris que maintenant, il fallait faire revenir un petit peu les gens de temps en temps, et pas que d'ailleurs que les nouveaux entrants, mais de façon un peu plus élargie, pour recréer ce lien qui s'était distendu complètement. Pour les vidéos, une très bonne appli où ça te fait apparaître Netflix sur ta mosaïque. Ouais. Pendant la réunion, c'est ça. Mais là-dessus, sur cet équilibre à trouver, alors effectivement, on voit, il y a eu plutôt pas mal de sociétés qui étaient quand même encore réfractaires au télétravail avant la crise. Après, ça a été full télétravail. C'est génial, on n'a plus besoin de bureau. Enfin, il y a eu une période quand même, c'est devenu, voilà, mais finalement, en fait, on n'a plus du tout besoin de bureau. On en est revenu. Mais je suis assez optimiste sur le fait que l'équilibre va se trouver, parce que moi, quand je vois et côté employeur et côté candidat ou collaborateur, personne n'est pour le 100% télétravail. Je pense qu'on ne reviendra pas complètement en arrière et que les sociétés qui s'y adapteront pas, là, pour le coup, ça pourrait être un frein pour les candidats. Mais je pense que ce 1 à 2 jours par semaine est finalement un équilibre qui correspond à beaucoup de monde et qui, je vous dis, et qui
a des avantages à la fois pour l'employeur et pour le candidat. Donc, je suis assez optimiste sur le fait que l'équilibre se trouvera naturellement. Et pareil, il n'y a pas de disparité entre les différents âges. Les vieux comme moi, on sait aussi. Par rapport au télétravail, tu veux dire? Ouais. Est-ce que Après, ça dépend beaucoup des personnes. Hein. C'est pas forcément une catégorie d'âge. Il y a des gens qui. Ça dépend plutôt des métiers. Par exemple, nous, les techniciens chez nous, ils ont vraiment besoin d'aller sur les sites. Le distanciel est par nature un peu compliqué. Par contre, oui, effectivement, on a des collaborateurs jeunes ou moins jeunes, plus seniors, qui effectivement, c'était compliqué de rester au travail. Alors, certains parce qu'il y avait des enfants en bas âge, par exemple, d'autres parce que des petits locaux un peu exigus, d'autres parce que ce manque de relationnel a été très compliqué à vivre. Mais c'était pas aussi tranché que senior junior. Voilà. Mais pour revenir sur ce que tu dis, Olivier, par rapport au type de poste, c'est vrai que il y aura peut-être un enjeu aussi pour les structures d'essayer de garantir un certain équilibre, une certaine équité, parce qu'effectivement, il y a des fonctions qui ne peuvent pas télétravailler du tout, et qui vont peut-être se sentir un peu lésées de voir que d'autres fonctions font ce qu'elles veulent, ou enfin d'autres métiers où ils peuvent venir une fois par semaine, etc. Il faudra, dans la communication, bien sûr, il y aura vraiment des choses importantes, parce qu'il y a des métiers où c'est quand même clairement plus compliqué. Ouais. Technique, travaux. Et, alors, on n'a pas été télétravail, mais est-ce que finalement le sujet n'est pas plus large que ça aujourd'hui? Est-ce que sur la flexibilité globale? Ouais, c'est-à-dire que avec les outils maintenant, est-ce qu'on n'a pas envie enfin, je veux dire, aujourd'hui, la journée qui commence à 9h, qui finit à 18h. Toi, t'étais déjà, toi, tu l'avais déjà anticipé. Enfin, dans ton organisation, tu étais déjà assez flexible là-dessus. Tu étais assez innovant. Nous, bizarrement, on a toujours dit depuis que j'ai créé la boîte. On peut travailler de où on veut, quand on veut, on peut travailler de midi à 23h si on préfère, etc. On le faisait quasiment pas. Et en fait, le confinement, ça nous a permis d'utiliser ce qu'on avait le droit de faire depuis toujours, quoi. Mais clairement, par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, on me harcèle pour revenir au bureau, quoi. Moi, je pense que dans un premier temps, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la crise a accéléré des tendances qui étaient déjà en réflexion, sur le télétravail, sur ce genre de choses, sur le fait de pouvoir connecter un peu partout les collaborateurs, etc. Mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment le recul sur l'après, où effectivement, il y a quand même beaucoup maintenant, moi je le vois auprès des candidats, qui vont rechercher cette flexibilité au-delà du télétravail, de pouvoir habiter un peu où ils veulent en France, quel que soit le lieu du siège, de pouvoir travailler, avoir une répartition de leur temps de travail un peu plus personnelle, etc. Donc là, ça, je pense qu'il y a une tendance lourde là-dessus. Et on est qu'au tout début, qui va devoir, là aussi, on va devoir tous s'adapter à ça. Ils sont partis. Oui, non, mais la flexibilité, c'est un sujet clé. Alors, c'est la flexibilité sur le lieu de travail, sur les horaires, c'est même la flexibilité aussi sur la façon d'aborder les sujets, les dossiers, comment on les traite. En fait, on voit depuis de nombreuses années maintenant, et quel que soit un petit peu le niveau hiérarchique, un souhait un petit peu d'autonomie dans la façon de gérer un petit peu ces différents sujets. Alors, compliqué dans les grands groupes maintenant, parce qu'il y a quand même des process, des organisations, mais il faut quand même arriver à ce que on puisse donner une certaine autonomie, un certain degré de faire les choses aux différents collaborateurs. Il faut être très clair sur l'objectif final, ça c'est clair. Il faut être très clair sur ça va durer 3 mois cette tâche-là et on veut un point tous les mois, donc il faut qu'au rendez-vous on puisse voir un petit peu où on en est sur les différents sujets. Après, on essaye effectivement de leur dire tu es maître de ton poste, tu es maître de la façon dont tu orientes tes sujets, mais il y a des passages obligés et puis surtout il y a un objectif final. Donc après, à toi de tirer la sonnette si jamais tu sens que c'est compliqué à un certain stade pour interroger ton manager, interroger une fonction transverse pour qu'à un moment donné, on n'arrive pas à la veille de l'échéance en disant c'est compliqué. Donc c'est là où on leur demande on leur dit il y a de la souplesse, mais il y a une contrepartie aussi à assurer pour que ça se passe bien à l'arrivée. Moi qui suis très dans la BD, je leur dis toujours, comme l'oncle de Peter Parker, donc Spider-Man, il dit un grand pouvoir engendre une grande responsabilité. Bien sûr. Et je leur dis souvent ça au début, c'est-à-dire que beaucoup d'autonomie. Faire ce que tu veux, mais d'avoir le choix, d'avoir cette liberté, ça engendre que ça te demande une grande responsabilité. C'est pas n'importe quoi en fait. Mais c'est pour ça que, effectivement, pour revenir sur ce que disait Olivier, la recherche d'autonomie est quelque chose de plus en plus fort, sans partir dans les générations, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ressent aujourd'hui sur les personnes
on va dire entre 25, enfin la génération Z et 40-45 ans, cette génération Y, cette recherche d'autonomie, mais toujours dans un cadre et avec un peu de contrôle, parce que sinon, effectivement, là, on peut avoir des collabs qui sont un peu perdus. Et c'est un vrai sujet. Nous, comme je disais, il y a 5-6 ans, on était 40 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 260. C'est plus du tout le même contexte. Même il y a encore 2 ans, c'était plus tout à fait ça. Alors, il y a 5 ou 6 ans, c'était encore vraiment différent. On voit qu'il y a des collaborateurs qui ont vécu la période complètement start-up. Alors, start-up, c'est autant de boulot qu'aujourd'hui, mais différemment. Il y a des gens qui n'ont pas compris ou qui ne se sont pas adaptés à la mutation. Donc, n'ont pas franchi le cap et ils se disent, moi, je ne suis pas à l'aise dans ce nouveau mode de fonctionnement. Je pars pour retrouver une structure de beaucoup plus petite taille. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui se sont dit, on a eu un hyper développement tous les ans. On ne peut plus travailler à la petite semaine, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on mette un peu de process, il faut qu'on se digitalise avec des outils, il faut qu'on avance si on veut franchir, passer de la strate complètement artisanale à la strate PME active dépendant d'un grand groupe. Voilà, c'était un peu ça l'orientation. Et tout le challenge, justement, ça a été de savoir comment on accompagnait et l'orga, et les process, et les recrutements, et le management pour franchir cette étape-là. En tout cas, nous, on l'a vraiment vécu de façon assez forte. Alors, c'est vrai que nous, on a une croissance, je touche du bois, mais on a une croissance effectivement assez exponentielle. Ce qui veut dire que concrètement, tous les 2 ans et demi, 3 ans, il y a une organisation assez importante qui s'adapte. Et donc, il faut que les gens s'adaptent à cette nouvelle organisation. Et là, il y a de la communication et de l'accompagnement à faire. Parce que c'est surtout même la durée, 40 à 250, en gros, ça s'est fait sur quel... Moi, ça fait 6 ans que je suis dans la structure, 40 à 260. Alors, 2 fusions, beaucoup de recrutements. Voilà, et surtout, alors pour nous, la particularité en plus, ça a été une européanisation très forte, puisque maintenant on travaille quasiment tous les jours avec nos structures du groupe, allemandes, suisses et anglaises, beaucoup en anglais déjà. Et puis alors, ce qui est au-delà des process qu'on essaie d'harmoniser, c'est les cultures qui sont très différentes. Quand on prend un poste d'asset manager, par exemple, en Allemagne ou en France, déjà les gens ne font pas le même métier, c'est pas les mêmes missions. Donc ça, on l'a pas compris tout de suite, ce sujet. Donc quand on parlait de process harmonisé, c'est compliqué parce que déjà on fait pas la même chose. Et puis au-delà de ça, culturellement, c'est pas pareil. Les relations avec les prestataires ne sont pas les mêmes. La contractualisation de nos missions ne sont pas les mêmes. Un contrat, nous, ça fait 30-40 pages. Le même contrat en Allemagne, c'est 200 pages. On se dit, il y a un problème. Donc on essaie de comprendre, d'expliquer le pourquoi. Et on voit qu'il y a un fort aspect culturel qu'il faut, on ne peut pas tout uniformiser, tout banaliser, mais quand on s'adresse à nos collègues, il faut comprendre comment eux raisonnent pour qu'à un moment donné, ça fasse un tout au niveau du groupe. Et ça, nos grands chefs à Zurich, effectivement, cogitent très fort sur ce sujet-là parce que c'est un véritable enjeu pour toutes les boîtes qui se mondialisent ou s'européanisent. Et si on revient sur les candidats, aujourd'hui, comment t'attires un candidat ? Qui est-ce qui les intéresse ? On en parlait un petit peu, mais effectivement, la flexibilité, ça va être. C'est pas. Non, je te confirme. Tout le monde. Suisse Live vient marcher sur nos plates-bandes. La flexibilité de la PME maintenant. C'est une boîte opale maintenant. Ça y est. Non, mais c'est pas encore complètement dans les mœurs. Mais tout à l'heure, Olivier parlait de vision globale ou de finalité. Je pense que c'est un grand mot, mais la quête de sens. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin plus uniquement d'avoir une vision sur leur poste, leur mission, mais une vision globale. Où est-ce que je me situe dans l'organisation ? Quelle va être la finalité de mon travail dans l'organisation ? Et puis la société aussi, quelle est son activité de quête de sens. Voilà, c'est assez tendance en ce moment. Donc, moi, je conseille vraiment lors des entretiens d'essayer d'avoir un vrai échange. Déjà, on n'est plus dans l'entretien où c'est que l'employeur qui fait passer un examen et voilà, il y a une vrai échange et c'est autant l'employeur qui va choisir que le candidat. Et du coup, pour attirer, on parlait de séduction ou draguer un candidat, ça va pas du tout être de survendre les choses, il va falloir être transparent, dire les choses, mais justement plus de transparence, de vision globale et d'essayer de mettre en perspective le poste dans l'organisation globale et plus uniquement centré sur les missions. Je pense que cette quête de finalité, d'avoir une vision sur la finalité est importante. Nous, ce qu'on essaie pour les attirer, c'est la définition du job et les missions qu'on confie à la personne. C'est vrai que quand on regarde un poste d'asset manager sur le marché, tu me contredis si je dis des bêtises, mais il y a des structures où c'est assez réducteur, c'est beaucoup siloté.
et on a des missions, je dirais, traditionnelles de l'asset management qui se résument à 3, 4, 5 grandes fonctions. Nous, on a élargi beaucoup le spectre. Par exemple, dans la mission d'asset manager, l'asset manager s'occupe et gère intégralement, alors pas tout seul dans son coin, mais c'est lui qui met ça en musique, toute la partie transaction arbitrage, donc cession des actifs. Dans certaines structures, c'est un département qui est à part. On a les acquisitions, où de temps en temps, dans certaines structures, il y a un département acquisition qui gère de A jusqu'à Z tout le processus d'acquisition, et à un moment donné, on dit, tiens, toi, l'asset manager, tu récupères le dossier, il n'en a jamais entendu parler. Nous, on a mis en place une organisation qui fait que l'asset manager, il fait partie effectivement du trio entre l'asset, le fund et bien sûr l'investment manager qui pilote un peu du processus pour contribuer à la réflexion sur l'acquisition et en disant, voilà, moi, l'asset manager, il est en charge de la due deal technique, il est en charge avec les différents prestataires comme Delpha, tu le sais bien, le prestataire privilégié Delpha, et puis surtout la partie environnementale, et puis sur la partie positionnement repositionnement éventuel de l'actif. Ça, c'est important. Ça, tu l'as fait pour les besoins de l'entreprise, ou alors tu l'as fait pour attirer les candidats, bien sûr. D'avoir des gens qui sont les deux, mon colonel, les deux, parce que effectivement, on s'est aperçu que de siloter, c'était pas une bonne chose. Donc ça, c'est clair. On s'est aperçu qu'il y avait de la perte en ligne. 110. C'est bien, sauf qu'à un moment donné, dans un processus d'acquisition, si tu sollicites pas l'asset ou d'autres entités, et quand l'asset va récupérer le dossier, on dit, mais attendez, moi, si vous m'aviez interrogé, j'aurais jamais eu cette position sur l'actif, où j'aurais signalé qu'il y avait tel ou tel type de problématique ou de risque. Aujourd'hui, je vous le dis, mais c'est trop tard. Donc, c'est des choses qu'on peut permettre d'anticiper. Et puis, pour les recrutements, ou pour les gens qui sont en place, le fait de les impliquer dans ces processus-là, qui sont un petit peu, peut-être pas strictement de l'activité d'asset management, ça les valorise complètement. Nous, l'acquisition, c'est 1 jour par semaine dans l'activité d'un asset manager. Ouais, mais pour moi, ça va dans le sens de la vision globale. C'est-à-dire, effectivement, de plus travailler en silo comme ça et d'avoir une vision globale sur son poste et du coup aussi une certaine quête de sens. C'est-à-dire, plutôt que de récupérer l'actif, comme tu disais, pour l'asset, de le récupérer une fois que tout le process d'invest a été fait, là, de savoir quelle était la stratégie, pourquoi, comment, etc., et d'avoir cette vision ensuite sur la gestion, ça donne quand même une vision globale des choses. Et cette polyvalence est très recherchée. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué de travailler pour des groupes où tout est segmenté. C'est plus la tendance du tout. Et après, il y a le deuxième point, je pense, qui est important, c'est la visibilité qu'on peut donner à un candidat ou même à un collaborateur qui est en place. On est en pleine évolution. Nous, on a la chance d'être en très forte croissance. Donc, quand on a des méga deals qui arrivent avec un gros portefeuille de 25, 30, 60 actifs, ça crée obligatoirement des opportunités en interne de réorganisation, de développement. Voilà. Donc ça fait un peu de l'appel d'air en interne. Donc ça crée des opportunités. Donc ça, c'est important. Les gens peuvent le sentir. On essaye aussi, dans la mesure du possible, de donner de la visibilité sur des transferts internes, donc de la mobilité interne, alors géographique d'un site à un autre, mais bon, ça c'est autre chose, mais surtout professionnel. Il y a des gens qui font passer du property à l'asset, de l'asset habitation à l'asset tertiaire, de l'asset au fund. Ça, tu y arrives. Alors, property asset, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. On l'a fait sur 2-3 cas. C'est bien. On l'a fait sur 2-3 cas. Alors, c'est ciblé, c'est pas systématique, mais on l'a fait. Des postes d'analyste, alors ça, on le fait beaucoup, des postes d'analyste sur les postes d'asset. C'est un peu l'antichambre. Mais ça s'accompagne quand même dès l'entretien de départ. Et puis, ça s'accompagne surtout sur le terrain. Ça, c'est pour moi. Alors là, pour le coup. On parlait tout à l'heure de comment attirer les talents ou les profils. Ça, c'est un vrai point fort. Effectivement, complètement. Et pas une perspective uniquement rectiligne, hiérarchique, pyramidale, comme c'était le cas encore. On imaginait sa carrière uniquement avec une évolution hiérarchique. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une envie de continuer à apprendre un peu tout au long de sa carrière et du coup d'avoir des carrières beaucoup moins rectilignes sur monotâche ou sur le même métier. Et ça, les sociétés qui sont capables de proposer ça, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Si je reprends sur le poste d'analyste, on en a quand même pas mal maintenant et on va en avoir encore plus. Il y a 2 profils. Soit on a un profil, on a un Paganini du tableau Excel et effectivement, c'est des gens qui moulinent toute la journée, mais qui n'ont absolument pas ni la culture ni l'envie d'aller effectivement vers des postes un peu plus opérationnels. Soit au contraire, on a des gens qui sont à l'aise sur les outils, parce qu'ils vont quand même les manipuler pendant 2 ans, mais qui ont vraiment, de par leur formation, de par éventuellement un peu leur parcours et leur souhait, l'envie d'évoluer vers des fonctions opérationnelles. Et c'est plutôt ça qu'on essaye de privilégier. Ça veut dire qu'il ne faut pas les faire travailler en chambre pendant 2 ans à mouliner,
mais ça veut dire qu'il faut de temps en temps les sortir un peu, leur montrer les choses, les faire participer à une réunion, à une négo éventuellement technique ou locatif. Ça, c'est très bien. Oui, c'est l'ingénieur, voilà, c'est un petit peu de tout. Après, c'est assez rarement des gens qui sortent directement de l'école, sauf exception. Parfois, on a des alternants qu'on a testé 1 an ou 2. Là, effectivement, on peut les faire basculer. Mais des gens qu'on ne connaît pas qui sortent de l'école, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais des gens qui ont fait 1 ou 2 ans, éventuellement dans d'autres structures un peu similaires, ou chez des experts immobiliers, par exemple, on aime bien parce qu'ils ont déjà manipulé beaucoup les chiffres, ils sont à l'aise. Donc, de les faire rentrer dans une structure qui va être un peu plus opérationnelle pour eux, ça les attire. Et sur la formation, c'est marrant parce que là aussi, on voit une évolution. C'est-à-dire que le poste d'asset ou d'analyste était très école de commerce il y a encore quelques années. Et c'est vrai que maintenant, avec les écoles d'ingé qui ont ouvert un peu leur périmètre, et je pense à l'ESTP, mais il n'y a pas que ça, hein, et qui forment des ingénieurs avec une vision IMO et plus que travaux ou travaux publics, on a quand même de plus en plus d'ingés qui vont vers ces métiers-là, que ce soit analyste, asset et même fund, et qui c'est marrant parce qu'ils amènent autre chose et c'est plutôt des profils assez recherchés d'ailleurs dans leur manière de réflexion, de structure, etc. Donc, moi, je suis assez étonné, je trouve, il y a pas mal il y a un vrai changement de techniciens qui dépassent complètement. je pense, je sais pas, des gens comme Julien Casanova ou Marc Fauchy, des gens comme ça qui ont fait de l'AMO parfois et puis d'un seul coup sont passés. Il y en a effectivement vraiment de plus en plus, mais encore une fois, je ne jure pas que par le STP, mais ça reste une école de référence sur ce marché-là. Je crois qu'il n'y a qu'un tiers des étudiants qui commencent un G travaux chez un major du BTP ou en travaux publics. Le reste, ils ont vraiment maintenant diversifié avec une formation beaucoup plus IMO et beaucoup plus large. Et puis la dimension technique dans la fonction d'asset management, elle est de plus en plus prégnante. Aujourd'hui, même quand on n'est pas forcément sur des produits value-add à reconfigurer, à repositionner, voilà, on a besoin d'avoir une vraie connaissance des différents sujets. De même que la partie property également, c'est énormément devenu technique. Voilà. Il y a de plus en plus de réglementations, de plus en plus de contraintes, de plus en plus de changements d'usage. Donc tout ça, ça a fait que c'est cette thématique purement technique, travaux ou gestion technique, il faut que les gens l'expérimentent de plus en plus et ça fait partie du background d'un asset, même s'il n'est pas dans une fonction pure d'AMO, interne. Alors maintenant, la question qui fâche. Quand tu as des Comet Meetings, quand tu as des colonies, quand tu as des gens comme ça, comment toi, Swiss Life, quand tu as des Welcome to the Jungle, comment toi, Someone, tu arrives encore à garder, peut-être les plus juniors notamment. Ces boîtes, elles sont même sur le papier plus sexy que. Donc tu parles pour recrutement interne ou parce que moi, si je prends l'exemple de Welcome to the Jungle, c'est pas pour tes clients, c'est pas un concurrent direct, c'est plutôt un média. Je pense qu'il montre une tendance très forte aujourd'hui, c'est que la partie marque employeur, donc les entreprises se servent pour communiquer, et les candidats aussi, mais les entreprises, la partie marque employeur, oui, mais ça, l'annonce, moi, je l'avais déjà, c'est déjà sur la plupart des postes sur lesquels moi je peux travailler, il peut y avoir un client soit qui a décidé de pas du tout s'en charger et me le confier, ou alors qui avait déjà essayé par son annonce de son côté. Donc, ça reste un média alors un peu plus innovant, etc., et qui a certainement des résultats sympas, mais c'est pas un concurrent direct. Moi, je suis sur des métiers cibles, je fais pas du volume, je vais vraiment chercher des gens qui sont en poste, qui par définition vont pas postuler à une annonce, et qu'il faut aller draguer, séduire. Donc pour moi, c'est des nouveaux outils complémentaires, mais c'est pas des concurrents. Maintenant, si on parle de est-ce qu'ils vont plus attirer pour des gens que moi je voudrais recruter en interne, oui, il y a un côté séduisant à ces tendances de la start-up, etc. Après, ça correspond pas à tous les profils non plus. Je pense qu'il y a des profils et quel que soit l'âge, qui sont pas spécialement faits pour être dans une organisation totalement transverse, un peu déstructurée, peu cadrée, ce que tu disais tout à l'heure, avec beaucoup d'autonomie, et qui vont plutôt voir ça comme un motif de crainte et de pas s'en sortir, etc. Donc moi, je suis pas sûr que ça corresponde à tous les profils, même s'il y a un côté assez sympa et innovant au départ. Je sais pas ce que. Ouais, écoute, nous c'est un vrai challenge, ce que tu dis, c'est important. Nous, quand on embauche une personne, si cette personne, au bout d'1 an et demi, elle ne se sent pas à l'aise et qu'elle part, on n'a pas rentabilisé un petit peu l'investissement qu'on a pu faire humain, qu'on a pu faire sur la personne. Donc, c'est un raté. Ça arrive, parfois ça arrive. Alors, c'est en nombre, pour l'instant, très très faible, mais on y est particulièrement vigilant. Donc, les nouvelles générations, notamment, elles ont besoin
elles ont besoin de changement. Voilà, on peut plus dire on rentre chez Swiss Life comme on rentrait avant dans d'autres grandes structures et on en prend pour 15 ans. Non, ça c'est terminé. Donc pour les intéresser, il faut qu'il y ait du mouvement. Alors du mouvement, nous, je le répète, on a un peu la chance d'avoir des opportunités par rapport à de nouvelles acquisitions ou des nouveaux partenariats qui arrivent. Ça c'est important et ça crée vraiment quelque chose de nouveau dans le dispositif. Avoir des opportunités d'évolution au sein de la structure, ça c'est important. A contrario, cette organisation, il ne faut pas qu'elle soit déstabilisante en permanence, donc il faut rassurer les gens et surtout qu'en termes de process, les choses puissent se mettre en place progressivement et sans qu'à un moment donné, les gens soient happés complètement par la partie non opérationnelle aux dépens justement de cette partie opérationnelle. Donc il faut trouver un juste milieu pour que les gens soient rassurés et restent intéressés sur les différents sujets. Nous, on a des collaborateurs qui, dans le cadre des entretiens de fin d'année, nous ont dit c'est bien, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question. Est-ce que je pourrais avoir changé, peut-être travailler sur d'autres classes d'actifs? Par exemple, il se trouve qu'on est en train de lancer la classe d'actifs plutôt sur la partie logistique, qu'on ne connaissait pas bien. Donc on dit toi, voilà, si ça t'intéresse, si tu veux, on peut te mettre plus particulièrement sur ce sujet-là. D'autres, moi j'ai fait beaucoup du franco-français, m'intéresserait un peu de faire de l'international. On a aussi l'opportunité de présenter ce genre de sujet. Après, il y a des gens où on leur dit, tu es dans une fonction opérationnelle, on a plein de sujets qui sont des sujets transverses, qui vont durer en permanence, ou des groupes de projets sur des groupes de réflexion, le co-living par exemple en ce moment. On va te confier une mission où tu vas faire partie d'un groupe, et indépendamment des dossiers que tu vas être amené à gérer, tu vas réfléchir sur d'autres sujets. Ça aussi, c'est une façon de changer un petit peu le quotidien des gens, de les faire se mobiliser sur d'autres. Ça leur donne de la visibilité aussi, parce qu'une fois qu'ils restituent le travail d'un groupe projet, ils peuvent se mettre aussi un peu en lumière sur le sujet. Alors, c'est pas que pour soigner l'ego, c'est le fait que les gens ont de la visibilité en interne et peuvent ensuite être identifiés, repérés pour éventuellement avoir d'autres fonctions. Et c'est là où on sent si les gens ont de l'initiative par rapport à ça. Et les impliquer dans la prise de décision, dans l'évolution stratégique, bien sûr. Et ça, du coup, c'est une manière de compenser peut-être ce côté un peu fun que vous avez moins par l'intérêt ou par la perspective. Alors, c'est très fun, détrompe-toi. En plus, je connais bien notamment Johanna, leur bureau c'est hyper sympa, ils sont bien placés et tout, mais je veux dire, sur le papier au départ, après, tu me connais Meeting, moi, si tu veux, même si c'est faux. Faut pas tomber dans la caricature non plus. Voilà, il y a aussi des boîtes, à un moment donné, ça a été très tendance, la start-up, on met un baby-foot. Enfin, voilà, c'est pas juste des bureaux sympas, un peu de flex office, une table de ping-pong au fond, que recherchent les collabs. Derrière, il y a eu aussi des abus avec, du coup, c'est aussi l'occasion de travailler et de rester au boulot jusqu'à très très tard, etc. Enfin, il y a eu aussi toute cette tendance. Moi, je reste persuadé qu'il y a un côté fun, attractif, etc. Mais que ça je suis pas certain que toute la jeune génération ait forcément envie de. Ouais, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est une fois par trimestre, c'est pas beaucoup, mais on le fait quand même systématiquement. On se prend une demi-journée et on déjeunait ensemble à ce moment-là. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Et puis on se met un petit peu au vert, c'est-à-dire que on fait une demi-journée où on parle immobilier, mais on parle pas de nos dossiers. C'est-à-dire que on fait venir éventuellement un broker qui nous fait un point sur le marché, et sur des thématiques bien spécifiques. On fait venir tout un tas de startups qui viennent nous présenter des services, des gens comme Comet par exemple, ils sont venus nous présenter des choses. On va visiter des chantiers, on va visiter des opérations, on fait venir différents partenaires, des gens comme Wired Score par exemple, qu'on a un petit peu challengé. Et ça, on en fait venir 3 ou 4 effectivement à chaque séance. C'est complètement informel. Les gens posent énormément de questions. On a fait venir des gens spécialisés dans les constructions en bois, par exemple. Voilà, c'est des choses assez intéressantes. Et ça, même si ce n'est qu'une fois par trimestre, les gens sont un peu en attente de ce sujet-là. En tout cas, on essaye et on leur dit, on propose des thèmes. Si vous n'en avez pas, on va vous en suggérer certains, on va organiser ça. À vous de vous impliquer sur ce sujet-là. Et ça, je pense que les gens apprécient. Le fait de se retrouver déjeuner ensemble, je pense aussi les gens apprécient aussi. Ça fait un petit peu partie des. Alors, c'est pas l'esprit complètement start-up, mais on sort un petit peu quand même du cadre général. Et je pense que les gens apprécient ce genre de manifestation. Il faudrait peut-être d'ailleurs multiplier un peu plus. Oui, c'est vrai, ça a fait bouger un peu les lignes. Non. Une dernière question avec une réponse un petit peu courte, parce qu'il ne reste pas longtemps. Ok. Est-ce que les candidats
postulants ou en interne, marque un intérêt important pour tout ce qui est RSE. Est-ce que toi, on te pose la question de la politique RSE d'une boîte, peut-être même sur le volet environnemental, je pense plutôt à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une part importante ou pas encore? Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on va moins me poser cette question que le télétravail, par exemple. Maintenant, là, pour le coup, c'est peut-être une des questions sur lesquelles je sens un décalage un peu entre les générations. Et pour la jeune génération, cette problématique sociétale, environnementale, toujours dans cette quête de sens, est quand même de plus en plus importante. C'est assez court. Nous, on ne l'a pas trop en phase de recrutement. On l'a plutôt une fois que les gens sont sur place. Et effectivement, les gens sont plutôt sur qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à l'amélioration environnementale, la pollution, le tri des déchets, l'isolation effectivement d'un bâtiment pour faire moins de consommation énergétique, par exemple, plutôt que de faire ce qu'on est obligé de faire aussi, du rating, de la notation, de la labellisation, enfin des choses un petit peu plus administratives qui sont moins concrètes par rapport à effectivement d'autres questions plus pratico-pratiques qui montrent que les gens peuvent effectivement influer un peu sur la performance d'un actif au niveau énergie et sa consommation en carbone, par exemple. Mais juste pour terminer là-dessus brièvement, quand je disais tout à l'heure que finalement la crise a un peu accéléré certaines tendances, voilà, c'est aussi le cas là-dessus. Néanmoins, par rapport à ce qu'on imaginait au tout début du confinement, un peu sur ces idées de monde d'après, etc., il n'y a pas, si tu veux, j'ai pas 9 candidats sur 10 qui me demandent maintenant que je veux absolument travailler dans une entreprise qui est à la pointe là-dessus, sur sa démarche RSE, etc. C'est pas, il y a une augmentation, mais c'est pas encore flagrant. Ok. Du coup, on arrive au bout de notre heure, il nous reste 4 minutes. Je vous laisse la parole pour peut-être un dernier mot, si vous avez quelque chose à dire, le confier une mission, un truc. Encore une fois, effectivement, n'hésitez pas, si on fait un peu la promo, à aller sur le site du cabinet Someone qui présentera un peu plus notre activité, nos référents, les personnes, les clients qui nous font confiance, etc. On est tout à fait ouvert à pouvoir accueillir de nouveaux clients, même si on a pas mal d'activités, et tant mieux en ce moment. Non, il y a des vrais sujets. Voilà, c'est intéressant d'en discuter avec vous aujourd'hui. Il y a des vrais sujets. Moi, je pense que le Covid a, là aussi, je vais faire une réponse un peu oui et non, mais a changé certaines choses et a accéléré. On ne reviendra pas en arrière. Sur la flexibilité, télétravail, etc. On en a beaucoup parlé. Néanmoins, il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer. On n'est qu'au tout début de ce que sera l'organisation des sociétés une fois qu'on sera revenu dans le monde normal. Beaucoup de candidats ont des vraies réflexions maintenant et des vraies volontés un peu différentes avant la crise. Donc, je pense que ça va être très intéressant de pouvoir suivre ça de près et d'accompagner clients et candidats, employeurs et candidats dans cette démarche. Voilà. Peut-être un message, peut-être plus particulièrement pour les jeunes générations, parce que c'est pas facile en ce moment. Hein. Moi, j'ai des enfants qui rentrent sur le marché du travail et c'est compliqué. Donc voilà, c'est plutôt un message d'optimisme. Faut être volontaire. Faut pas baisser les bras. Faut continuer. Et c'est en poussant qu'à un moment donné on a des opportunités et qu'on arrive effectivement à intégrer des structures et à évoluer correctement au sein de ces structures. Donc c'est important de garder le cap. Pour arriver effectivement à être complètement à l'aise sur les différents sujets. Et puis après, une fois qu'on a intégré ces structures-là, être toujours à l'initiative, montrer qu'on a envie de faire des choses. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à identifier des gens et aussi à faire évoluer les gens correctement dans le dispositif. Alors après, ça dépend des personnalités, ça dépend des structures, ça dépend du management. Hein, tout ça, c'est un tout. Mais à partir du moment où on sent qu'il y a de l'envie, à un moment donné ou à un autre, il y a des opportunités qui se créent et la personne va obligatoirement à un moment donné trouver chaussure à son pied pour que ça se passe bien. Restez positif. Merci beaucoup en tout cas. Merci Antoine. Merci Antoine, merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Je lance un petit appel à la candidature parce que bizarrement chez Delpha Conseil, on est 18 dont 11 femmes et je n'ai reçu que des hommes jusqu'à maintenant. Donc, mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez venir parler, je sais pas, construction bois, label ISR, entreprise Opal, tout ça, mailez-moi, appelez-moi, pour qu'on puisse un peu féminiser ces lives. Et donc voilà. Merci. Et puis la prochaine fois, je ne sais pas quand ça sera, mais très prochainement. Merci, à bientôt. Bye.